Oh, salut les amis. Putain, qu'est-ce que ça fait du bien d'être sur YouTube. Bon les gars, aujourd'hui, on regarde Symfony en 1 heure. Du moins, j'essaye de vous présenter Symfony en 1 heure. Alors attention, si vous connaissez pas PHP ni la programmation orientée objet, je vous cache pas que vous allez un peu galérer. Par contre, si vous êtes étudiant en développement ou même que vous bossez déjà, si vous ne connaissez pas Symfony, restez sur cette vidéo, c'est 100% qu'elle va vous intéresser. Pour ce petit tutoriel, qui devrait durer 1 heure, je l'espère, je suis pas sûr d'y arriver, je vais utiliser ici un outil que le plus populaire, on va dire, que tout le monde utilise, c'est WAMP Server. Pourquoi? Parce que dans sa dernière version, il embarque PHP 7.2, et pour faire tourner Symfony 4, il faut absolument avoir PHP 7.1.9, donc avoir un 7.2, c'est parfait. N'hésitez pas à installer WAMP Server, la dernière version, pour avoir la bonne version de PHP. D'autre part, pour travailler avec Symfony, on va avoir besoin de Composer. Alors qu'est-ce que c'est que Composer? Composer, c'est en gros un gestionnaire de librairie, un gestionnaire de dépendance pour PHP. Pour ceux qui connaissent ça sur Node, c'est l'équivalent de NPM. Pour ceux qui font du Ruby on Rails, c'est l'équivalent des gemmes et du bundler en gros. Hein. C'est l'histoire de ajouter des librairies au sein de son projet. Il va nous permettre du coup, quand on a besoin d'une librairie, de la télécharger, de bien la ranger au sein de notre projet, de pouvoir l'utiliser très rapidement. Donc ça c'est Composer, vous allez là-dessus, getcomposer.org, vous cliquez sur Download et vous téléchargez, puis vous installez. Alors comment faire pour être sûr que ça fonctionne? Vous ouvrez votre invite de commande, et vous tapez ici php-v minuscule, vous faites entrer, et là je vois bien que j'ai PHP 7.2.4, donc je suis OK pour faire du Symfony 4, pas de problème. Vous pouvez aussi taper composer-v majuscule, chacun fait son truc, hein. Et là, vous voyez que j'ai bien Composer qui fonctionne. J'ai pas un message d'erreur qui me dit que Composer n'existe pas. Composer existe sur mon système et il est bien installé, pas de souci. Pour tous ceux qui n'arrivent pas à avoir ces résultats, je vous laisse vous retourner sur les documentations, des vidéos ou des tutos pour rapidement me rejoindre à ce niveau-là, c'est-à-dire avoir la ligne de commande PHP 7.2.4 et la ligne de commande Composer qui fonctionne. Une fois que c'est fait, ben, on peut partir sur la découverte de Symfony. Alors Symfony, qu'est-ce que c'est? Symfony, c'est un ensemble de petits composants qui peuvent être utilisés un à un, mais qui, mis en cohérence les uns avec les autres, forment un framework surpuissant. Alors en plus, il a différents avantages. Le premier, c'est qu'il est très utilisé, c'est un des frameworks les plus hype sur PHP, avec Laravel notamment. Et donc, étant très utilisé, il y a beaucoup d'échanges sur Internet, beaucoup de possibilités de dialogue sur les forums, sur Stack Overflow, beaucoup de questions et donc beaucoup de réponses, et ça, c'est un véritable avantage. Deuxième avantage, il est très simple à utiliser, il suffit de se plonger quelques heures dessus pour vraiment pouvoir maîtriser les bases de Symfony facilement. Et le troisième avantage, qui est lié avec le deuxième, comment s'y plonger et donc réussir à apprendre facilement, eh bien, c'est le fait que sa documentation est ultra bien faite. Je suis dans l'informatique depuis 2003 et honnêtement, j'avais jamais vu une documentation aussi bien foutue. Donc bravo à Sensio Labs, chaque notion est abordée sous la forme d'un petit tutoriel qui nous permet de la mettre en place facilement, et évidemment il y a quelques points un peu plus épineux que les autres, comme le composant de sécurité, l'API d'authentification, ce genre de choses, mais pour tout le reste, vraiment, c'est un bonheur de pouvoir naviguer dans cette documentation-là, donc n'hésitez pas, lancez-vous, et je fais un petit rappel ici, tout ce que vous allez voir en 1 heure, je vais essayer dans cette vidéo, en fait, vous auriez pu le voir dans la documentation, donc vous auriez mis un peu plus de temps, mais au final, je ne vais rien inventer, je n'apporte rien de nouveau, je ne fais que vous livrer un condensé de la documentation de Symfony. Pour créer une application Symfony, il n'y a vraiment rien de plus simple. Vous allez prendre votre invite de commande préféré et vous allez vous rendre dans un dossier où vous savez que vous pouvez faire des choses, pas de problème. Vous n'êtes pas obligé d'aller dans le 3W de WAMP, absolument pas, puisqu'on ne va pas travailler avec Apache pour faire tourner Symfony, mais avec un serveur interne, et je vais vous montrer comment ça marche. Mais ici, avant tout, créons un projet, une application Symfony. Pour ce faire, on va utiliser Composer. Donc en tapant Composer, vous savez, ce fameux logiciel qui nous permet de gérer les dépendances et les librairies, mais qui nous permet aussi de créer des projets entiers, donc des structures de dossiers et de fichiers, à partir d'un modèle. Il va regarder un modèle et il va le répliquer chez nous. Ici, on va utiliser la commande Composer, Create Project, et ici, il va falloir lui préciser quel est le modèle duquel il doit s'inspirer pour créer un nouveau projet. Donc le modèle, c'est Symfony qui nous l'offre, il s'appelle Symfony. Oula, Symfony. C'est moi, Symfony /website
Skeleton, le squelette de website de Symfony. Et du coup, là-dedans, on va avoir tout ce qu'il nous faut pour bosser. Alors bien sûr, la dernière chose que je veux faire, c'est lui dire quel est le nom de mon nouveau projet. Et donc, je vais l'appeler démo, tout simplement pour faire une démonstration. Et voilà, magie de YouTube, l'installation est terminée. Bon, en vrai, ça a pris quelques minutes. Maintenant, c'est OK. Et rejoignez-moi à ce point-là quand vous finirez votre installation. Ici, mon but, ça va être de me rendre dans le dossier où j'ai créé mon application. Donc, je tape CD démo. Une fois que je suis là-dedans, je peux l'ouvrir dans mon éditeur de code préféré, à savoir Visual Studio Code en tapant code. Alors si vous avez un autre éditeur, hein, ça peut être Atom, Sublime Text, vous démerdez, mais vous ouvrez votre dossier dans votre éditeur de code. Une fois que c'est fait, moi pour ma part, je ne vais plus utiliser mon invite de commande à l'extérieur, je vais l'utiliser directement au sein même de mon Visual Studio Code, ici même, hop. Et je vais pouvoir comme ça taper toutes sortes de commandes. Alors pourquoi taper toutes sortes de commandes? Parce que Symfony, c'est beaucoup de fichiers et beaucoup de code. On peut tout faire à la main évidemment si on a envie, mais ce qu'ont fait les développeurs de Symfony, c'est qu'ils nous ont fourni mon bro comme je l'appelle, mon ami, la CLI. Qu'est-ce que c'est qu'une CLI pour ceux qui ne savent pas? Une command line interface, c'est un petit assistant qu'on peut appeler par des lignes de commande et qui va nous aider à gérer notre application Symfony. La première chose que j'ai envie de faire ici, c'est d'installer un serveur personnalisé pour lancer mon application Symfony. Pour faire ça, c'est tout simple, je vais taper Composer, vous savez, ce cher ami qui lui nous permet de gérer différentes librairies, d'installer des librairies, et je vais lui dire, j'ai besoin d'une librairie particulière qui s'appelle Server, tout simplement, et que je ne vais utiliser que lorsque je vais développer. Le jour où je passerai mon site en prod, tu n'auras pas besoin d'installer cette librairie-là. Je vais taper Entrée, et à la fin de l'installation, on va pouvoir lancer notre application dans notre navigateur. Donc après quelques secondes, le composant serveur s'est installé et je peux donc lancer mon application en tapant php bin/console server2.run. Alors ce qui est cool avec cette commande-là, c'est que ça va lancer notre serveur sur localhost 2.8000. Et ça c'est important parce que ça veut dire que notre application, elle tourne sur localhost 2.8000, mais elle ne tourne pas sur le port 80. Le port 80 c'est pour mon Apache, pour mon WAMP, si jamais je veux accéder à d'autres projets PHP qui tournent dans WAMP par exemple, ou à PHPMyAdmin. Ici non, j'utilise le port 8000. Et je peux donc ouvrir cette adresse sur mon navigateur. Et voilà ce que me donne cette adresse. C'est un projet Symfony 4.0.9 qui fonctionne bien, mais qui pour l'instant ne contient rien. Et si on veut lui faire contenir quelque chose, si on est débutant, on peut tout de suite aller suivre la documentation de Symfony sur comment créer une page dans Symfony. Mais enfin, on va le faire ensemble. Maintenant, on va pouvoir commencer à créer notre application Symfony qui sera un petit blog à la con. Je reprends ici un peu la pose du professeur pour vous expliquer par quelles étapes on va passer et qu'est-ce qu'on va voir. On va voir les trois piliers selon moi de Symfony, à savoir les contrôleurs pour gérer les traitements, Doctrine pour gérer l'accès aux données et Twig pour gérer l'affichage, les rendus. Dans un premier lieu, comment fonctionne le contrôleur, les contrôleurs au sein de Symfony. Pour comprendre la logique des contrôleurs dans Symfony, c'est facile, il suffit de prendre du recul et de comprendre la logique toute simple d'une application web. Qu'est-ce que c'est une application web ? Une application web, c'est une application qui est capable de répondre à un navigateur lorsque celui-ci appelle une adresse. Vous avez un navigateur qui appelle monsite.com/blog, monsite.com/accueil, eh bien il faut que mon application soit capable de comprendre qu'on l'a appelé à cet endroit-là et de fabriquer une réponse qu'elle va pouvoir renvoyer au navigateur pour que celui-ci l'affiche. Alors fabriquer une réponse, ça peut être fabriquer une page HTML qu'on va renvoyer au navigateur et que celui-ci va afficher, ou ça peut aussi être renvoyer une redirection par exemple, pour que le navigateur rappelle une nouvelle adresse et que tout le processus reprenne au début. Donc voilà à quoi sert un contrôleur dans Symfony. Écouter une adresse, qu'on appelle dans Symfony une route, écouter et analyser du coup la requête HTTP que le navigateur a envoyée à la route, fabriquer une réponse HTTP qui soit convenable, et la renvoyer au navigateur afin qu'il y ait un affichage ou une redirection ou un téléchargement de fichiers, d'une image, d'un fichier CSS ou autre, peu importe. Mais en tout cas, écouter une adresse, fabriquer une réponse et la renvoyer au navigateur. Alors étudions un peu la structure des dossiers au sein de Symfony avant de commencer. Nous allons nous intéresser particulièrement au dossier SRC qui va contenir l'entièreté des codes PHP de notre application, ainsi qu'au dossier template qui lui va nous permettre de gérer nos fichiers d'affichage, de rendu, tout simplement. Et ça, on fera ça avec Twig. Alors, pour créer un contrôleur qui va du coup se retrouver au sein du dossier contrôleur ici, il va falloir utiliser notre bro, la ligne de commande. Pour faire ça, c'est très simple, vous tapez php bin/
console make, c'est-à-dire fabriquer, contrôleur. Quand vous allez taper entrée, ici, notre bro, la ligne de commande nous demande « Choisissez un nom pour votre classe contrôleur ». Nous allons créer ici une classe, donc il y a une convention de nommage, c'est toujours la première lettre en majuscule et le reste en camel case. Nous, ici, on a envie de créer un contrôleur pour notre blog. Donc on va créer ici un contrôleur, je vais l'appeler tout simplement blog avec un B majuscule, contrôleur avec un C majuscule. Et je vais taper entrée. À ce stade, ce qu'a fait mon ami la ligne de commande, c'est qu'elle a créé dans le dossier des contrôleurs un fichier qui s'appelle blogcontroller.php et qui contiendra une classe, et dans notre dossier template, un dossier qui s'appelle blog avec déjà un premier fichier index.html.twig. Pourquoi ils ont fait ça? Tout simplement pour que on puisse tout de suite commencer à travailler. Si je vais voir maintenant mon contrôleur, et je vais cacher ma ligne de commande ici, qu'est-ce que je vois? Je vais zoomer un peu, hop. Qu'est-ce que je vois dans ce contrôleur? Je vois tout simplement une classe block-controller qui hérite d'une autre classe qui s'appelle contrôleur. Alors ça c'est vraiment cool parce que ça veut dire que Symfony a sûrement déjà travaillé pendant très longtemps sur ce qu'ils appellent un contrôleur, qu'ils y ont mis plusieurs milliers de lignes de code éventuellement de fonctionnalités, et que nous on peut en bénéficier tout simplement en héritant de cette classe, et ça fait vraiment plaisir. Qu'est-ce qu'on voit ensuite? On voit ici une public fonction index, avec à l'intérieur un code un peu obscur pour l'instant, mais qu'on étudiera juste ensuite. Et juste en dessus, on voit un commentaire un peu particulier, avec ce qu'on appelle ici une annotation. N'importe quel commentaire qui commence avec un arrobas est une annotation. Ici, cette annotation s'appelle route. Pourquoi? On est tout simplement en train d'expliquer à Symfony. Quand un navigateur appellera monsite.com/blog, voici la fonction que tu dois appeler, la fonction index, peu importe ce qu'elle fait. Ici, en fait, notre but dans cette fonction, c'est de traiter la demande. Ici, on voit qu'il n'y a pas beaucoup de traitement. Et de renvoyer une réponse. Ici, je renvoie le fait d'afficher un fichier HTML qui s'appelle index.html.twig et qui se trouve dans le dossier blog. Vous remarquez qu'ici, on n'a pas précisé que ce dossier se trouvait dans le dossier template parce que Symfony sait que tous ces templates sont dans ce dossier-là. Donc on ne met que blog/index.html et on comprend que c'est bien ce fichier un peu bizarre, avec une syntaxe très bizarre, c'est du Twig, on en parlera tout à l'heure, qui nous permet de rendre un affichage. Alors voyons si ça fonctionne. Je vais me rendre dans mon application, et je vais taper /blog. Et je vais bien voir ici effectivement que Symfony m'a créé une nouvelle page. Et c'est le cas, je vois ici cette nouvelle page qui me dit, ben voilà, on a créé cette page-là, si tu veux modifier les traitements pour cette page, ça se trouve dans blogcontroller.php, si tu veux modifier l'affichage pour cette page, ça se trouve dans blog/index.html.twig. Et je peux vous montrer que ça marche effectivement. Si je vais dans mon index.html.twig et que je change ici le mot hello en salut, et que je sauvegarde, évidemment, quand je vais actualiser ici ma page, bien je vois bien que mon template a changé, donc mon affichage a changé. Maintenant qu'on a compris comment dans Symfony on pouvait créer une page, un traitement, c'est très simple. Une fonction publique au sein du contrôleur, une route qui est liée à cette fonction publique, et cette fonction publique doit absolument nous renvoyer une réponse qui soit de l'affichage ou autre chose. Eh bien, travaillons ensemble là-dessus. On va aller créer l'ensemble des routes qui serviront à notre blog. Je vais donc me rendre dans mon contrôleur ici. Je vais commencer par me créer ici une public function que je vais appeler home. Pourquoi? Parce que j'ai envie que cette fonction soit celle qui soit appelée quand on appelle monsite.com/rien, ma page d'accueil, c'est-à-dire la page d'accueil du site. Et ici, je vais dire return this/render, qui va me permettre de faire quoi? Eh bien, d'appeler tout simplement un fichier twig pour pouvoir l'afficher. Et this/render, je vais lui donner du coup le nom, l'adresse du fichier twig que je veux appeler. Je vais appeler dans mon dossier blog un fichier que je vais appeler home.html.twig. Et c'est tout pour l'instant, c'est le premier paramètre que prend render, c'est quel est le fichier twig que tu veux que j'affiche. Enfin, ici, je dois lier cette fonction à une adresse bien particulière. Donc ici, moi, ce que j'ai envie de faire, c'est de rajouter un commentaire, ici, comme ceci, et d'ajouter une annotation @route, entre parenthèses. Ici, je vais mettre entre guillemets, et c'est très important, n'utilisez pas de simple cote ici, simplement des guillemets. Je vais donner la route qui correspond à cette fonction. Et bien, ma route, c'est /rien, c'est-à-dire vraiment monsite.com/rien. Je vais aussi donner un nom à cette route que je vais appeler home. Et ça, vous allez voir que c'est très important, le nom des routes, mais on verra plus tard. Je vais sauvegarder ici. Et ce que je dois faire maintenant pour que ça fonctionne vraiment complètement, c'est créer un fichier home.html.twig au sein de mon dossier blog. Donc ici, je vais aller dans mon dossier blog, je vais créer un fichier qui s'appelle home.html.twig, hop. Et à l'intérieur de ce fichier, pour l'instant, je ne vais pas faire grand chose, je vais mettre juste du HTML, je vais mettre un H1. Bienvenue dans ce blog. Et en dessous, deux paragraphes
avec du lorem, je sais pas moi, du lorem 40, donc 40 mots au hasard, et ça je vais le multiplier par 2, hop, et donc j'ai bien mes deux paragraphes, je vais sauvegarder, et on va voir ce que ça donne si je vais sur mon site /rien, je vous rappelle que c'est ma page d'accueil. Voilà, j'ai bien ma vue qui s'affiche, elle n'a pas de CSS ni rien, mais en tout cas j'ai ma page d'accueil ici sur /rien, et si je vais sur /blog, j'ai une autre page qui servira théoriquement à m'afficher la liste de mes articles par exemple. Voilà, on a donc compris comment on pouvait créer facilement des pages dans notre Symfony. Il suffit de créer une fonction publique, la relier avec une route et faire en sorte que cette fonction nous réponde un affichage, une réponse HTTP. Maintenant, intéressons-nous au langage de rendu Twig. Encore une fois, je reprends la pause professeur un peu. Qu'est-ce que c'est que le langage de rendu Twig? Alors il y a plusieurs avantages. C'est un langage de rendu qui va nous apporter de la simplicité. Pourquoi? Parce qu'il va y avoir de la simplicité dans la façon d'écrire des affichages, mais aussi parce que ça va nous apporter des fonctionnalités que le templating PHP avait du mal à nous apporter. Ici on va avoir vraiment des boucles facilitées, des conditions facilitées, bref, toutes sortes d'options comme les filtres qui vont nous aider à créer des pages HTML de rendu. Ici ensuite, on a aussi un autre avantage qui est l'absence complète de PHP au sein de nos fichiers d'affichage. Donc, ça va nous abstraire complètement du PHP et surtout, ça va aider un intégrateur qui ne connaît que le HTML et pas forcément le PHP. Il va évidemment se rendre compte qu'il y a des balises un peu bizarres, mais malgré tout, ça reste plus simple à comprendre pour lui quand il va se mettre le nez dans la page pour y faire du CSS ou pour y faire, bref, de l'intégration. Voilà pourquoi on peut utiliser Twig. Alors Twig, c'est une librairie qui existe même en dehors de Symfony et que vous pouvez utiliser dans d'autres projets PHP, même sans Symfony. Si vous voulez l'utiliser dans vos projets PHP, vous pouvez l'utiliser. Elle a encore une fois beaucoup d'avantages. Et c'est aussi Sensio Labs, la société qui gère Symfony, qui gère la librairie Twig et qui la maintient. Alors, quelles sont ses principales fonctionnalités? Eh bien, c'est facile. Dans Twig, vous pouvez avoir ici, je vais vous faire une petite démonstration, la possibilité d'afficher le contenu d'une variable. Par exemple, ici, dans ce H1, je ne veux plus afficher bienvenue dans ce blog, mais j'aimerais afficher le contenu d'une variable qui s'appellerait title. Pour ceci, j'utilise la syntaxe des doubles accolades, qui est une syntaxe qui est très connue maintenant pour faire de l'interpolation. C'est une syntaxe qui est utilisée par exemple dans Angular, mais c'est aussi en fait à l'origine une syntaxe qui vient de Moustache, d'Andelbars, etc. Ici, on utilise la même pour faire de l'interpolation, c'est-à-dire afficher le contenu d'une variable. On utilise ici les doubles accolades. On peut aussi utiliser dans Twig des commandes. Alors les commandes, c'est tous les traitements possibles. Pour cela, on n'utilisera pas les doubles accolades, mais bien accolade, pourcentage et pourcentage accolade. Par exemple, ici, je peux utiliser une commande qui serait le if. If, je ne sais pas moi, âge supérieur à 18, et ici mettre un end if, eh bien, tout ce qui se trouve à l'intérieur de ce bloc ne se fera que si la variable âge est supérieure à 18. Et donc ici, ce que je peux taper, c'est par exemple, tu es majeur. Ok, super. Je peux aussi rajouter éventuellement, ne serait-ce que pour vous montrer, un else. Et ici, dire P, hop là, P, tu es, oula, mineur. Voilà, tout simplement. Alors bien sûr, pour que tout cela fonctionne, il faut que notre contrôleur, au moment où il appelle notre template Twig, lui fournisse des informations concernant ces variables. Ici, je vois que j'utilise title et âge, et donc, pour pouvoir fournir ces variables à Twig, c'est très simple. Dans la fonction render de notre fonction dans notre contrôleur, il suffit de rajouter ici un deuxième paramètre, qui est un tableau avec la liste des variables que Twig va devoir utiliser. Je sais que Twig va devoir utiliser une variable title, je vais lui dire, bah, dans cette variable, tu as bienvenue ici les amis. Voilà, par exemple. Et j'ai aussi une variable âge, et je vais lui dire, ben là-dedans, tu vas utiliser la valeur 31. Si je sauvegarde ici, je vois bien au sein de ma page d'accueil que mon template Twig m'a bien affiché le title, bienvenue ici les amis, et il m'a bien affiché, tu es majeur, car l'âge que j'ai fourni ici est bien de 31, donc je suis majeur, pas de problème. Alors je vais supprimer ceci ici, je vais me remettre ici en place avec bienvenue dans ce blog, et on va maintenant mettre en place le rendu global de notre site. Donc mettons en place maintenant tout notre site internet. Pour faire ça, je vais passer par le service Bootswatch. Je ne sais pas si vous connaissez ça. Vous pouvez vous rendre sur bootswatch.com. Qu'est-ce que c'est? Ce sont des thèmes Bootstrap préfabriqués. C'est-à-dire qu'on va utiliser Bootstrap 4, ok, pas de problème, mais avec des couleurs,
des ombrages et des styles un peu différents. Moi par exemple, je vois dans la liste des styles possibles pour Bootstrap ici, dans Bootswatch, je vois le style Flatly qui me plaît bien. Je vais cliquer dessus et ça va me permettre de voir les différentes composantes de Bootstrap, mais cette fois-ci stylisées selon Flatly, ce fameux thème. Si ce thème me plaît, et c'est le cas, je vais le prendre, je vais tout simplement cliquer en haut sur Flatly, et je vois ici un lien vers bootstrap.min.css. Alors ce qui est cool, c'est que je vais pouvoir tout simplement prendre ce lien vers ce fichier CSS, me créer un link dans mon template de base et l'utiliser. Alors avant tout, découvrons qu'est-ce que c'est qu'un template de base. Dans Twig, si vous regardez votre dossier template, vous avez effectivement votre dossier blog avec les vues qui concernent le blog. Mais vous avez aussi un fichier qui s'appelle base.html.twig et qui constitue en réalité un template de base, un gabarit général. Si je veux que quelque chose se retrouve dupliqué sur toutes mes pages, j'ai intérêt à le mettre dans ce template de base. Puis à chaque fois que je vais créer une autre page plus tard, je dirai qu'elle s'inscrit dans ce template. Vous remarquez que dans ce template, vous avez différents blocs. Bloc title, bloc stylesheet, bloc body et bloc JavaScript. Les blocs ici, ce sont en fait, si vous voulez, des emplacements que toutes les autres pages pourront personnaliser. En fonction des pages que je vais créer, je vais demander à chacune d'entre elles de se placer par exemple au sein du bloc body. Et il faut imaginer que chaque page va mettre du contenu dans le bloc body, ou dans le bloc title, et dans le bloc stylesheet, et dans le bloc JavaScript. Donc chaque page va pouvoir personnaliser ces différents blocs. Mais tout ce qui se trouve dans ce template de base se trouvera dupliqué sur toutes mes pages. Donc moi, ce que j'ai envie de faire, c'est juste en dessus du bloc des stylesheets, me créer une balise link, et mettre dans le href le lien vers mon CSS. Je vais sauvegarder, et désormais toutes mes pages bénéficient de ce lien vers ce CSS. Ce que je vais faire aussi, c'est que je vais retourner sur le thème Flatly, je vais prendre la navbar qui m'intéresse le plus, c'est-à-dire celle-ci par exemple, et vous voyez qu'à chaque fois vous avez dans chaque composant que vous regardez un petit bouton que vous pouvez cliquer pour avoir le code source de ce composant. Je vais donc copier-coller cette navbar, je vous invite à faire la même chose, et dans mon body, juste en dessus de mon bloc body, je vais copier cette navbar. Je vais bien sûr remettre en forme ici, tac tac tac, hop, je vais remettre bien en forme, réindenter correctement, voilà, c'est bon, c'est pas mal, alors la nav il fallait qu'elle arrive juste ici, et là j'ai ma navbar. Je vais supprimer le formulaire qui me sert à rien pour l'instant, je vais bien sûr réindenter mes LI ici dans mon UL, ça c'est super. Dans ma navbar aussi, je vois que j'ai un lien ici qui contient la classe navbarbrand qui servira en fait à nous faire la marque de notre site, je vais l'appeler SimBlog, notre blog Symfony. Et bien sûr, ici, en dessous, je vais pouvoir virer pas mal de LI. Je vais n'en garder que 2 pour l'instant. Je vais garder ici ce LI. Je vais lui enlever sa classe active. Et je vais le faire aller vers le blog. Ou plutôt, je vais appeler ça article au pluriel. Voilà, ça sera la liste de mes articles. Voilà mon lien. Et le deuxième, ça sera par exemple créer un article. Tout simplement. Ok. Pour l'instant, les liens vers vont dièse, mais on verra ensuite comment on fait. Encore que la liste de mes articles, je sais que ça sera sur /blog. Et mon nouvel article, même si on ne le fera pas dans ce tutoriel, ça sera dans /blog/new, par exemple. Je sais aussi que ma page d'accueil, elle est dans /, donc je peux modifier le href ici, dans /. Ensuite, je veux que tous mes contenus, tout ce qui se passera dans le body, soit dans une div Bootstrap qui aura la classe container. Et donc, je veux que mon bloc body soit à l'intérieur d'un container. Comme ça, je sais que chaque page qui enrichira ce bloc, le contenu sera contenu, tout simplement. Donc, je vais sauvegarder ici. Et comment faire maintenant pour qu'une page s'inscrive dans ce template-là? Eh bien, c'est tout simple. Par exemple, dans ma page Home, je peux utiliser la commande, hop, accolade, pourcentage, si je viens de vous dire que je veux utiliser une commande, extends, j'hérite du template de base, du thème de base. Et pour faire ça, j'ai juste à écrire base.html.twig. Je rappelle que je n'ai pas la peine, c'est pas la peine de mettre le nom du dossier template. On comprend bien qu'on se trouve dans ce dossier template au final. Et donc, je vais utiliser ce fichier base.html.twig. Mais attention, je ne peux pas l'utiliser tel quel. Si j'hérite du template base, il faut absolument que mon contenu soit placé dans un certain bloc. Alors moi ici, j'ai envie de modifier ce qui se trouve dans le bloc body. Donc je vais mettre tout mon code ici à l'intérieur du bloc body et je n'oublie pas de mettre ma commande endblock ici. Et donc tout ce contenu ici va être mis dans le bloc body. C'est un peu comme si je copiais-collais ce contenu et que je venais le mettre ici à la place du bloc body. Voilà ce qui va apparaître sur mon écran. Si maintenant je viens voir ma page d'accueil et que je l'actualise, je vois bien que ma page d'accueil se place au sein du template et mon template contient une navbar. Donc finalement ma page d'accueil
possède une navbar elle aussi. Et ça, c'est vraiment cool. Si je clique sur article maintenant, je vois que mon affichage hérite aussi du template, mais par contre, l'intérieur de l'affichage n'est pas bon, donc je vais m'occuper de ça. C'est très simple, je vais aller dans ma page index.html.twig. Alors pourquoi index.html.twig? Parce que je vous rappelle que l'adresse /blog appelle ma fonction index, qui va me rendre ici le index.html.twig. Ce que je vais faire, c'est que je vais supprimer tout ce qui se trouve au sein du bloc body, tout simplement. Et je vais pouvoir ici créer une section qui aura la classe article. Et à l'intérieur, ce que je vais faire, c'est que je vais créer un article qui contiendra un H2, simplement, et dont le texte sera titre de l'article. Je vais y rajouter à ce H2 une div qui aura la classe metadata, et qui pourra contenir le texte, par exemple, écrit le, je sais pas moi, le 10-05-2018 à 19h00, dans la catégorie politique, par exemple. Ok, donc ça c'est le texte que je veux mettre dans ma div metadata. Et ensuite, en plus de cette div metadata, je vais créer une div qui aura la classe content et qui contiendra une image, plus, je sais pas moi, un paragraphe qui contiendra l'orem 15, voilà. Ok, c'est super, ça me semble bien. Et au final, en plus de tout ça, ça je vais le faire x2, et en plus de tout ça, je suis désolé, c'est un peu long, je vais utiliser ici un A qui aura la classe BTN, BTN primary aussi, et dont le texte sera lire la suite. Je vais multiplier ça par 3, donc je vais tout prendre, tout mettre entre parenthèses et le multiplier par 3. Hop, j'ai donc bien ici 3 articles. Donc ce qui me reste à faire ici, c'est sélectionner la SRC de chaque image, donc je vais me placer dans les 3 SRC, hop, 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 et je vais taper http://placehold.it/ alors 350 fois 150 par exemple, 150. Hop là, je vais sauvegarder. Et du coup ici, mes 3 articles ont des images. Alors je pourrais faire bien sûr beaucoup mieux en CSS, mais j'ai pas le temps, parce qu'ici moi ce qui m'intéresse c'est de vous montrer Symfony. Donc quand je vais dans l'accueil, je vois ça. Quand je vais dans les articles, je vois mes 3 articles. Alors ce que j'aimerais faire maintenant, c'est une page qui me montre un article. Alors c'est facile. Je vais venir ici maintenant dans mon bloc contrôleur, et je vais créer une nouvelle public function, donc ici, hop là, public function, et je vais l'appeler show, tout simplement. Et dans cette fonction show, je vais return this flash render blog /show.html.twig. Et bien sûr, je vais lier cette fonctionnalité, ce traitement, je vais le lier à une adresse. Pour faire ça, j'utilise les commentaires et j'utilise la notation route, entre parenthèses, et ici, entre guillemets, je vais mettre, ça, c'est dans /blog/ et je vais mettre par exemple un faux identifiant ici, 12. Je vais voir l'article numéro 12. Et donc ici, je vais pouvoir lui donner un nom et je vais appeler ça blog_show. Et ça, c'est le nom de ma route pour le montrer. Alors, ce qui est cool, c'est que maintenant, je peux venir dans mon index.html.twig et dans chaque lien lire la suite, je peux mettre un lien vers cette page. Je peux tout simplement venir demander à Twig ici de m'afficher, donc double accolade, vous vous rappelez, l'interpolation, le résultat d'une fonction de Twig qui s'appelle pass. Pass ici prend 2 paramètres, prend un paramètre obligatoire et un paramètre optionnel. Le paramètre obligatoire, c'est le nom de la route que je veux qui apparaisse ici. Donc le nom de la route ici, moi c'est blog_show, tout simplement. Et je vais faire ça dans mes 3 liens. Donc je vais copier-coller ce pass ici, hop, 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 je vais le mettre ici. Et je vais le mettre aussi là-dedans, tout simplement. Donc si j'actualise ici, je vois bien que mes liens ici, je regarde en bas, me mènent vers /blog/12. Alors pour l'instant, les 3 me mènent vers /blog/12. Pourquoi d'ailleurs? Puisque moi ici, je n'ai pas dit /blog/12, j'ai dit blog_show. Parce qu'ici, Twig fait le lien entre blog_show, le nom, et l'adresse en question. Donc quand je parle de blog_show, il sait que je parle de /blog/12. Ce qui est cool, c'est que ça me permet maintenant de modifier cette adresse. D'accord? Par exemple dans /blog/article/12. Mais comme dans ma vue, je ne parle pas d'adresse en particulier, je dis juste je veux l'adresse qui a pour nom blog_show. Et bien ici, Twig est capable de se mettre à jour du coup tout simplement. Et quand je vais voir mon lien ici, je vois bien que l'adresse a changé. Alors que si j'avais écrit l'adresse en dur dans mes liens, il aurait fallu que j'aille la changer à la main. Et si j'avais fait ça 10 fois un peu partout dans mon site, il aurait fallu que je le fasse 10 fois. Et ça, c'est pas bon. C'est pour ça qu'on utilise donc cette fonction pass ici, qui me permet du coup de simplement faire appel au nom d'une route, pas d'écrire en dur une adresse, et ça me permet ici de faire changer à ma guise l'adresse que ça appellera.
Alors maintenant, il va falloir qu'on crée notre show.html.twig. Donc ici, je vais aller dans mon blog et je vais créer un nouveau fichier que je vais appeler show.html.twig. Et ce que je vais faire, alors là c'est tout simple, je vais étendre à l'intérieur le template de base, donc base.html.twig ici, parfait. Et je vais étendre mon bloc body ici pour dire, ben voilà, dans le corps de cette page, qu'est-ce que je veux? Hop là, hop. Et ici, ce que je vais faire, c'est que je vais simplement aller copier un des articles que j'ai vu ici. Hop. Je vais le placer là-dedans. Sauf que pour ce coup-là, je ne vais pas avoir de lien lire la suite, ça ne sert à rien. Et je ne vais pas avoir simplement 2 paragraphes d'introduction. Je vais mettre ici un HR. Hop là, un HR s'il te plaît. Voilà. Et je vais mettre ici des paragraphes qui contiennent des lorem un peu plus longs, par exemple lorem 50. Et ce paragraphe, je vais le multiplier par 2, tout simplement. Et là, j'ai une page d'affichage d'un article particulier. Donc si je clique maintenant ici, si j'actualise ma page de blog et que je clique ici sur le lien lire la suite, j'arrive bien sur une page qui me présente un article. Et ça, c'est vraiment cool. Donc maintenant qu'on a créé nos affichages de base, la liste des articles et un article en particulier, voyons comment vraiment avoir des articles et commençons à gérer notre base de données. On arrive dans une section un peu plus complexe, mais que je vais m'efforcer de vous faire comprendre le plus simplement possible, la façon dont Symfony gère sa relation avec la base de données. Symfony utilise ce qu'on appelle un ORM, ça veut dire Object Relational Mapping. Qu'est-ce que c'est qu'un ORM? Un ORM, c'est une brique logicielle qui fait le lien entre une application, qu'elle soit en PHP, en Java ou en n'importe quel autre langage, et une base de données. Le but, c'est qu'on gère au sein de notre application, par des classes notamment et des objets, nos données, et que ce que l'on fait dans notre application se reflète automatiquement dans la base de données grâce à l'ORM. Donc le but, c'est que nous, en fait, on est presque à ne jamais toucher à notre base de données, on n'écrira presque jamais de SQL, on utilisera des simples objets, des classes dans notre application, et l'ORM se chargera de faire en sorte que les manipulations qu'on fait avec nos objets dans notre application se reflètent dans la base de données. L'ORM de Symfony s'appelle Doctrine, mais Doctrine n'est pas du tout lié à Symfony, vous pouvez utiliser Doctrine dans d'autres projets PHP encore une fois. Alors dans Symfony, grâce à Doctrine, on peut gérer nos tables, nos lignes de nos tables, les ajouter, les supprimer, les mettre à jour, faire des sélections, etc. Mais quels sont vraiment les outils qui vont nous servir? Nous avons d'une part les entités. Dans notre application Symfony, nous allons créer des classes qu'on appelle des entités et qui représentent des tables. Mais Doctrine nous donne aussi maintenant un manager et un repository. Le manager, il sert à manipuler des lignes, c'est-à-dire à écrire une ligne dans la base de données, mettre à jour une ligne dans la base de données ou supprimer une ligne dans la base de données. Et enfin, Doctrine nous offre le repository. Les repositories, c'est ce qui va nous servir à faire des sélections de données. Donc sélectionner toutes les données, ou sélectionner par exemple tous les articles qui ont été écrits à telle date, faire des recherches dans les articles, bref, faire des sélections SQL, mais sans jamais avoir à écrire nous-mêmes du SQL. C'est Doctrine qui se charge du SQL. Nous, on ne fait que demander à Doctrine en PHP les choses dont on a besoin. Maintenant que vous avez compris globalement comment ça fonctionne, on a les entités, le manager et le repository. Tout ça, ce sont des classes PHP que l'on manipule dans notre application, on ne se soucie pas du SQL qui se trouve derrière. Il faut comprendre comment Symfony entrevoit la gestion des bases de données. Comme dans d'autres frameworks, dans Symfony, on utilise ce qu'on appelle des migrations. La philosophie de Symfony, c'est de privilégier les fichiers. Pourquoi? Parce que les fichiers, c'est ce qui sera partagé entre différents développeurs. Quand vous allez faire un dépôt Git et que vos amis développeurs vont télécharger ce dépôt, ils vont télécharger des fichiers, pas une base de données. Et donc, la base de données doit venir des fichiers. Il faut que nos fichiers expriment à quoi ressemble notre base de données. Une migration de Symfony, c'est tout simple. C'est un script qui nous dit tout simplement, je veux faire passer la base de données d'un état A à un état B. Imaginons les migrations suivantes. Je peux avoir un fichier de migration, le premier, qui crée 2 tables. Je peux avoir un autre fichier de migration. Bien sûr, ces fichiers ont un ordre pour qu'ils puissent s'exécuter dans un certain ordre. Je peux avoir un autre fichier de migration dans lequel j'ai décidé que finalement, je voulais modifier les champs d'une table, je voulais créer une autre table parce que j'en avais besoin, et je voulais supprimer, enfin, une des 2 premières tables qui finalement ne me sert pas. Et je vais avoir un 3e fichier de migration qui va supprimer le champ dans une table et qui va relier d'autres tables avec une relation par exemple. Et bien ce qui est cool, c'est que tout ça est consigné dans des fichiers. Donc quand je passerai mes fichiers à un autre pote qui va vouloir développer avec moi, il suffira qu'il fasse tourner ses scripts de migration en 1 seconde pour qu'il se retrouve avec la même base de données que moi. Et ça c'est super cool et on va voir ensemble comment ça fonctionne.
Enfin, un dernier outil qu'il vous faut connaître, ce sont les fixtures. Alors qu'est-ce que c'est qu'une fixture? C'est tout simplement un script qui va créer des faux jeux, ou plutôt des jeux de fausses données au sein de votre base de données. C'est encore une fois un fichier qui est exécutable à souhait, donc on peut faire n'importe quoi dans la base de données. On sait que si on réexécute notre fixture, eh bien on remettra des fausses données dans notre base de données. Et surtout, c'est réutilisable par les autres. Si vous avez bien suivi, moi je vais développer un projet Symfony. Si vous me rejoignez et que vous téléchargez tous mes fichiers, vous n'avez pas besoin d'avoir quelques SQL à faire. Vous allez pouvoir créer votre base de données via un script. Vous allez pouvoir créer les tables dans le même état que les miennes via un script. Et vous allez pouvoir créer des jeux de fausses données grâce à un script. En gros, en 3 lignes de commande, vous êtes opérationnel. Vous avez une base de données en place, au même niveau que moi, avec les mêmes tables. Et surtout, vous avez même des fausses données dedans déjà pour déjà commencer à travailler et à voir votre site internet évoluer. Et ça, c'est vraiment cool. Donc mon but ici, c'est maintenant de vous montrer comment on va mettre en place une base de données, créer les tables à l'intérieur grâce à des fichiers de migration et surtout mettre en place des fausses données, le tout en quelques minutes pour que le prochain développeur qui arrive sur mon projet télécharge les fichiers et fasse la même chose que moi en quelques secondes. Donc ici, vous voyez que j'ai ouvert PHPMyAdmin, non pas pour créer des tables, non pas pour inclure des données, que dalle, juste pour vous montrer dans quel état il est. Ici, je n'ai pas de base de données. Et on va partir de cet état de fait. Je n'ai pas de base de données pour ce projet-là. Je vais donc venir ici, dans mon invite de commande, et je vais commencer à taper différentes commandes. Pour pouvoir créer une base de données, c'est très simple. Vous allez devoir vous rendre dans un fichier qui se trouve dans votre Symfony, qui s'appelle le .env, et qui contient différentes variables d'environnement. Ok ? À l'intérieur, vous allez trouver tout en bas une variable qui s'appelle database URL, et qui est là pour expliquer à Symfony où se trouve ma base de données. Et bien ici, vous voyez que vous avez des valeurs comme dbuser, dbpassword, dbname, et vous allez devoir remplacer ces valeurs. Alors moi, comme je travaille avec WAMP, mon dbuser, ça sera root. Mon dbpassword, ça sera rien. Et mon dbname, j'ai envie que ma base de données s'appelle blog, tout simplement. Une fois que j'ai fait ça, eh bien c'est parti. Je peux demander à Doctrine, via différentes lignes de commande, d'interagir avec MySQL pour mettre en place ce dont j'ai besoin. Par exemple, si je veux créer cette base de données, qui je vous le rappelle n'existe pas encore chez moi, je peux utiliser php bin/console, et là je vais utiliser Doctrine, parce que je veux parler avec Doctrine, database, parce que je veux utiliser des fonctionnalités sur la base de données, et je veux utiliser la commande create, parce que je veux créer la base de données qui est décrite ici, dans mon fichier .env. Je vais taper entrée, et qu'est-ce que je vois? Doctrine me dit, ben voilà, j'ai bien créé une base de données qui s'appelle blog avec ta connexion par défaut. Super. Si je vais dans mon PHPMyAdmin et j'actualise, je vois évidemment que, effectivement, la base de données blog a bien été créée. Si j'ouvre cette base de données, je vois qu'elle n'a pas de table. Il est donc temps maintenant de créer une table qui s'appellera article et qui contiendra l'ensemble de mes articles pour mon blog. Pour faire ça, encore une fois, je vais passer par la commande. Vous vous rappelez ce que je vous ai dit? Dans Symfony, avec Doctrine, nous avons des classes PHP qui représentent des tables. Pour créer une de ces classes, nous allons utiliser la commande php bin/console make entity. Ça me permet de créer une entité. Quand je vais créer une entité, ici, la ligne de commande me propose, hop, je vais l'agrandir, la ligne de commande me propose tout simplement de donner le nom de la classe que je veux. Alors moi ici, je veux créer une classe qui représentera la table des articles, je vais donc l'appeler article, tout simplement. Ok. Une fois que c'est fait, là je vois que la ligne de commande m'a créé déjà deux nouveaux fichiers, une entité article qui représentera la table des articles, et un repository article qui me permettra de faire des sélections sur les données de cette table. Ça c'est super, si vous vous rappelez le cours que je vous ai fait juste avant. Maintenant, je vais pouvoir, grâce à la ligne de commande, créer les différentes propriétés, les différents champs de ma table. Alors ici je parle des propriétés d'une classe, mais quand Doctrine voit une classe avec des propriétés, ce qu'il voit en fait, ce qu'il peut faire, c'est le transformer en une table avec des champs. Donc ici on me demande les propriétés de ma classe article. Eh bien c'est très simple, je sais que chaque article doit avoir une propriété title. Je tape entrée et là il me propose de saisir le type de données pour cette propriété. Alors attention, ici les types de données ce sont les types Doctrine, pas les types SQL. On va pas ici écrire varchar 255 par exemple. Donc ici, si vous voulez voir tous les types qui existent, vous pouvez taper point d'interrogation et la ligne de commande va vous dérouler les différents types qui existent. Les types principaux étant bien sûr string, text, boolean, integer ou float. Mais ensuite vous avez des types très intéressants comme les relations, one to many, many to one, etc. Mais aussi les datetime, etc., etc. Donc moi ici pour mon titre, le type qui m'intéresse c'est effectivement string, c'est le type qui est proposé par défaut, donc vous pouvez taper entrée. La longueur, 255 proposée par défaut, ça me va aussi. Est-ce que ce champ peut être nul ou pas? Non, je ne veux aucun article sans titre. Donc je mets non.
Il me propose maintenant d'entrer un autre champ. Ben, c'est parfait. Je vais créer un champ qui s'appelle content, plutôt propriété de ma classe qui s'appelle content, qui sera de type texte cette fois-ci, car je veux que ce soit du long texte potentiellement. Donc je vais taper texte. Est-ce que je veux des articles qui n'aient potentiellement pas de content? Non. Donc je mets non, pas d'articles qui n'ont pas de content. Je vais ajouter une autre propriété que je vais appeler image ici, qui sera un string, oui. Qui sera donc de longueur 255, oui, ça me va, je tape entrée, et qui ne peut pas être nul, je ne veux pas d'article sans image. Ok. Maintenant, ce que je peux faire, c'est enfin rajouter ici un champ que je vais appeler created at, avec un A majuscule, hein, n'oubliez pas, created at, en camel case. Pourquoi? Parce qu'ici, je crée des propriétés d'une classe, donc la convention c'est le camel case, donc created at. Attention maintenant, si vous utilisez le camel case ici, sachez que dans votre base de données, quand Doctrine va regarder cette entité et créer la table qui correspond dans la base de données, le champ created at ne sera pas en camel case, il utilisera la convention de nommage de MySQL, created underscore at. Donc là je vais taper entrée, et vous avez vu que la ligne de commande a décidé elle-même, elle a vu que created at, ça serait logique que ce soit un de type datetime, donc effectivement c'est de type datetime, ça sera un jour et une heure et des secondes, etc. Et je ne veux pas d'article qui n'ait pas de date de création. Donc je vais dire, est-ce que ça peut être nul? Non. Et là j'ai terminé. Donc quand j'ai terminé, je n'ai pas besoin d'ajouter de nouvelles propriétés, je peux retaper entrée, et là il me dit, c'est ok mon gars, on t'a créé une entité et un repository, donc tu vas pouvoir créer une table article et tu vas pouvoir gérer cette table grâce à notre ami le manager qui va nous permettre de manipuler les données de la table et notre ami le repository qui va nous permettre de faire des sélections sur ces données de la table. Magnifique. Si je vais voir dans mon dossier entity ici, qu'est-ce que je retrouve? Hop, je vais rebaisser ça. Qu'est-ce que je retrouve ici? Une classe particulière qui a des annotations bien particulières en dessus qui expliquent à Doctrine. Voilà, j'ai une classe article qui correspond d'ailleurs pour les sélections au repository qui s'appelle article. Et dedans, j'ai des champs, des propriétés qui ont été classées en privé. Donc j'ai un identifiant qui sera une clé primaire ici avec une valeur auto-générée, un auto-incrément de type integer. J'ai un champ title qui sera un string, donc un varchar de longueur 255. J'ai un champ content qui sera du texte, etc., etc. Comme ces données, ces propriétés ont été mises en privé, évidemment, la commande m'a généré automatiquement ici des getters et des setters. Donc tout ce qu'il me faut pour pouvoir travailler avec cette classe. Ça, c'est vraiment cool. Alors maintenant que j'ai créé l'entité, ça ne veut pas dire que dans ma base de données, la table existe. Si je vais regarder ma base de données, je n'ai toujours pas de table dans ma base de données. Ce que je dois faire ici, c'est créer cette fameuse migration. Cette migration qui va permettre d'analyser mon code. Donc Doctrine va regarder mes entités. Elle va voir un peu tout ce qui devrait exister dans la base si on se base sur ces entités. Elle va regarder d'un autre côté ma base de données. Elle va faire la différence entre les deux. Et ça va lui permettre de dire, attends, ta base de données, il lui manque tel champ, telle table, tel truc. Donc créons un script SQL pour amener ces tables-là. Donc je vais ici créer php bin/console make .migration. Et là, il y a ce travail de différence qui va se faire entre les classes qui existent dans mon application et les tables qui existent dans ma base de données. Si Doctrine découvre qu'il y a des différences, mes fichiers ont la priorité, c'est mes fichiers qui ont la vérité. Et donc, si dans mes fichiers, il y a des choses qu'il n'y a pas dans la base de données, ou si dans mes fichiers, il n'y a pas les choses qu'il y a dans la base de données, évidemment, Doctrine va créer ici une migration qui va mettre à jour la base de données pour que la base de données reflète complètement mes fichiers, mes classes. Donc ça, c'est vraiment cool. Alors là, quand j'ai fait make migration, le travail de différenciation a été fait. Qu'a vu Symfony, qu'a vu Doctrine, pardon. Il a vu que j'avais une entité article dans mon application, mais que je n'avais pas de table article dans ma base de données. Donc, il m'a créé ici une migration dans le dossier des migrations qui est versionnée ici, donc qui a un ordre. Celle-ci sera la version 1, la première. Et on voit qu'il y a une fonction up ici qui va créer une table. Là, il y a du script SQL ici, si vous regardez bien, qui va aller créer la table qui correspond à mon entité article. Si jamais demain je fais bouger mon entité article en rajoutant un champ ou en supprimant un champ et que je refais une migration, l'analyse de Doctrine va montrer qu'il va falloir aussi faire un petit script SQL pour aller modifier ou supprimer un champ dans la table. Et donc tout ça, ça va se faire au fur et à mesure que je développe mon application. Je vais avoir de plus en plus de fichiers de migration. Ce qui est cool, c'est que quelqu'un qui arriverait sur mon projet, qui téléchargerait les fichiers, il n'aurait plus qu'à lancer les migrations, lancer le script de migration pour passer d'une base de données complètement vide à une base de données avec toutes mes tables et tous mes champs à la bonne version. Donc maintenant que j'ai créé ma migration, j'ai envie de la lancer, tout simplement en lançant php bin/console doctrine migrations
migrate. Ça, c'est le script qui va faire tourner toutes les migrations. Si j'en ai 10, il va faire tourner les 10 migrations. Et donc, il va faire passer la base de données d'une base de données où il n'y a rien à une base de données où il y a tout au bon niveau. Quand je tape Entrée, je vois ici donc que Doctrine va mettre à jour ma base de données. Alors là, ce qu'il fait, c'est qu'il me dit, attention, mettre à jour ta base de données, ça signifie que je vais modifier des tables et tout ça. Est-ce que tu es sûr? Je lui réponds Y pour Yes, je tape Entrée. Et là, il me dit, voilà, j'ai lancé cette requête SQL là, ça a été fait, donc c'est cool, maintenant ta base de données est à jour. Allons voir ma base de données, j'actualise. Et j'ai bien ma table article qui a été créée ici, avec, si je regarde la structure, vraiment les différents champs qu'il y a dans ma classe. Et vous voyez ce que je vous disais tout à l'heure, created at est devenu ici created underscore at. Parfait. Alors il nous reste à faire une dernière chose, c'est créer une fixture. Une fixture, qu'est-ce que c'est? Je vous le rappelle, c'est un script qui va nous permettre d'insérer un jeu de fausses données au sein de notre base de données. Alors pour faire ça, c'est très simple. Il faut tout d'abord installer le composant de création de fixture ici dans Symfony qui n'est pas livré par défaut dans le website Skeleton. Et donc ce qu'il faut que je fasse, c'est que je dise Composer, s'il te plaît, j'ai besoin d'une librairie qui s'appelle orm-fixture au pluriel. Et j'en ai besoin uniquement pour le développement. Et quand mon installation est terminée, je peux taper la commande suivante, php bin/console make fixture au pluriel, hein, c'est bizarre, mais make fixtures, ok. Quand je vais taper entrée, il va me dire, bah ok, c'est quoi le nom de ta fixture? Il me propose app fixture. Moi, ce que je vais faire, c'est tout simplement lui dire, bah ici, c'est article fixture. C'est la fixture qui va me permettre de créer des faux articles. Je vais taper entrée, et là, il me dit, bah écoute, je t'ai créé dans le dossier data fixture, un petit fichier qui s'appelle article fixture. Alors, voyons ce que ça donne ce petit fichier ici. Cachons le terminal ici. C'est un petit fichier, une petite classe, avec simplement une fonction load qui va recevoir le fameux manager. Vous savez, le manager dont je vous ai parlé qui nous permet de insérer, mettre à jour ou supprimer des lignes dans notre base de données. Donc ici, moi c'est tout simple. Ce que j'ai envie de faire, c'est que j'ai envie de dire pour i égale 1, et tant que i est inférieur ou égal à 10, ce que j'ai envie de faire, c'est de faire i++. Ok, donc en fait, je vais créer 10 articles. Pour créer un article, je vais tout simplement instancier une classe ici, article, qui sera égale à new article. Alors attention, dans Symfony, dès que vous utilisez le nom d'une classe, n'oubliez pas de rajouter un use en haut, c'est une sorte de require once hein, pour les débutants, même si c'est pas vraiment ça derrière, mais imaginez ça comme ça, pour expliquer à PHP d'où vient la classe article. Alors article, elle vient de app entity article. Alors pour ceux qui se disent, mais attends, mais comment il a deviné ça? J'ai pas deviné. Ma classe article ici, qui représente un article avec son titre, son contenu, etc. Où elle est? Elle est dans le namespace app entity et elle s'appelle article. Donc j'ai bien ici app entity article. Et maintenant, je peux commencer à écrire des trucs dans mon article. Donc par exemple, article, set title, quel est le titre de cet article? Je vais dire, ben, article, je vais marquer ici titre de l'article, numéro, $i. Donc numéro 1, numéro 2, numéro 3, numéro 4. Et ce qui est cool avec les setters que Symfony m'a généré, c'est que je peux les enchaîner. Set content, et là dans set content, je peux mettre contenu. Je vais mettre même un paragraphe ici, P, et dedans je vais mettre contenu de l'article, numéro, $i. Super. Je vais pouvoir mettre ici une image, donc set image, et dans l'image, alors ça c'est tout con, je vais mettre toujours http placeholder.it/350 x 150. Ok, super. Et je peux rajouter bien sûr ici un set created at. Et alors attention, created at est une propriété de type datetime. Il faut donc que je lui passe ici un objet datetime de PHP en disant new anti-slash datetime. Alors pourquoi ici j'utilise l'anti-slash? Parce que les classes dans Symfony doivent toutes faire partie d'un espace de nom, un namespace. Vous voyez qu'ici par exemple article fixture fait partie du namespace app data fixture. Et ici, datetime, j'aimerais bien préciser que c'est une classe qui fait partie du namespace global de PHP, donc anti-slash devant. Donc là, ce qui est cool, c'est que je suis en train de dire, de i égale 1 jusqu'à i égale 10, tu vas me créer un article et tu vas leur filer les titres, etc. Attention, le fait de créer ici un article ne veut pas dire qu'il existe dans la base de données. Pour faire ça, il faut que je fasse deux choses. D'abord, il faut que je demande à mon manager de se préparer à faire persister mon article, à le faire persister dans le temps. Ça, c'est une première chose. Et ensuite, le fait de faire persister, c'est une préparation à le faire persister, mais ça n'est pas le fait qu'il existe réellement dans la base de données. Si je veux que mes 10 articles que je me prépare à faire persister à chaque fois soient vraiment dans la base de données, il faut que j'utilise ici manager flèche flush. La fonction flush balance réellement la requête SQL qui mettra en place les différentes manipulations que j'ai fait ici. Si je sauvegarde ce fichier ici,
et que je vais désormais dans ma ligne de commande pour taper php bin/console doctrine:fixtures:load, je vais taper entrée, et ici, il va me prévenir, attention, si tu veux lancer ta fixture, ça va supprimer toutes les données actuellement dans ta base de données pour mettre en place tes fausses données en fait. Donc quand il me pose cette question, est-ce que tu veux vraiment purger? Je vais dire oui, yes, et je vais purger la base de données et je vais rajouter mes fausses données. Ce qui est cool maintenant, c'est quoi? C'est que si je vais dans mon phpMyAdmin et que je veux parcourir ma table des articles, qu'est-ce que je constate? Que mes articles ont bel et bien ici été créés. Magnifique. Alors maintenant, toute la question, ça va être comment on va, maintenant qu'on a mis en place notre base de données et qu'on a fait un jeu de fausses données, comment on va pouvoir tout simplement exploiter ces données au sein de mon application. Ok, on se retrouve donc dans notre contrôleur désormais pour aller exploiter les données de la base de données qui existe désormais bel et bien. Donc pour faire ça, si je veux faire des sélections, j'ai besoin d'un repository. Si je veux faire des manipulations, j'ai besoin d'un manager. Pour ce cours, on ne va utiliser que les repositories. Le manager, je vous ai montré dans la fixture comment on pouvait créer un article, modifier ses propriétés et le faire persister. C'est exactement la même chose si on veut le faire mettre à jour. Donc on chope un article existant, on modifie ses propriétés et on le fait persister, ou le supprimer, c'est exactement les mêmes principes, je vous montrerai ça éventuellement dans une autre vidéo ou dans une suite à ce tutoriel. Ici, je veux simplement que dans ma page /blog, je puisse récupérer la liste de mes articles et les donner à Twig pour qu'il les affiche correctement. Alors pour faire ça, j'ai besoin d'un repository, le repository des articles, qui a été créé, je vous le rappelle, lorsqu'on a créé l'entité article, à côté, on nous a filé un article repository. Alors comment au sein du contrôleur je peux avoir accès à ce repository pour vraiment sélectionner des données dans ma table? C'est très simple. Je vais créer ici une variable repo et je vais dire à mon contrôleur this flèche get doctrine. Je veux discuter avec doctrine. Ok, que veux-tu monsieur, que voulez-vous? Eh bien je veux un repository. Je veux que tu me donnes un repository. Alors là il me dit ben ok, mais lequel? Parce que je pourrais avoir plusieurs repositories. Un pour la table article, un pour la table user, un pour la table catégorie, etc. Moi je veux le repository qui gère l'entité article. Donc ici, je vais dire article classe. Alors attention, si j'utilise ici la classe article, encore une fois, je vais devoir expliquer à PHP où elle se trouve en utilisant un use, et je sais qu'elle est dans app, entity, article, tout simplement. Et là, dans repo, j'ai un repository qui sert à choper les articles. Alors le repository, il est super cool, parce que par exemple, vous pouvez dire, ben, article égale repo flèche find 12. Et à ce moment-là, il irait me trouver l'article numéro 12, et il me le filerait dans article. Mais je peux aussi dire find one by, je sais pas moi, title par exemple. Et là ici je pourrais donner un titre. Titre de l'article. Alors qu'est-ce que ça ferait ça? Ben ça irait chercher un article dont le titre serait celui-ci. Alors là vous allez me dire, mais comment le repository il sait que dans ma table il y a un title? Ben simplement parce que ce repository il travaille avec la classe article. Et donc il sait que les articles dans ma base de données ont un champ title. Donc je peux utiliser ça. Je peux aussi dire find by title, ici. Et donc, je vais trouver tous les articles qui ont ce titre. Donc, à ce moment-là, je vais mettre article S, parce que j'ai pas mis find one, j'ai mis find by, tout simplement. Et donc là, j'en ai plusieurs qui vont revenir. Je peux aussi, éventuellement, taper ici, find all, pour trouver tous mes articles. Et bien sûr, il y a d'autres fonctions, il y en a énormément, donc je ne vous explique pas tout ici. Mais donc ici, j'ai ma variable article au pluriel, avec repo, flèche, find all, donc trouve-moi tous les articles. Maintenant, ce que j'ai envie de faire, c'est de passer à Twig l'ensemble de mes articles. Donc je vais créer dans Twig une variable qui s'appelle article et qui contiendra le contenu de ma variable $article. Alors comment exploiter ça au niveau de mon Twig? C'est très simple. Je vais me rendre dans mon dossier des templates dans la page index.html.twig et au lieu d'avoir des faux articles ici, je vais supprimer deux de mes faux articles. Je ne vais en garder qu'un seul, mais sauf que ce seul article que j'ai gardé, je vais le placer dans une boucle for de Twig. Et alors là, c'est très simple. For article in articles au pluriel. En gros, pour chaque article au singulier dans le tableau des articles, je veux afficher cet article-là. Donc ici, je vais dire end for. Je n'oublie surtout pas le end for. Et je peux même réindenter pour que ce soit plus clair. Donc ici, la variable article n'existe pas. Elle se crée au moment du for. Et la variable article au pluriel, elle existe parce que je l'ai passée à Twig ici, à ce moment-là. Je lui dis, voilà les articles que tu vas utiliser. Si je vais sur mon navigateur et que j'actualise ma page de blog, effectivement, je vois que, oula, j'ai beaucoup plus d'articles qu'avant, effectivement, j'en ai 10. Bon, par contre, pour l'instant, les données ne changent pas. Ce que je peux faire maintenant, c'est que, au sein de cette boucle for,
ben la variable article est disponible. Donc à la place ici de dire titre de l'article en dur, je peux demander à Twig de faire une interpolation avec les doubles accolades, d'afficher le contenu de la variable article.title. Alors là, attention pour ceux qui se demandent, on n'utilise pas $article flèche title ou quoi que ce soit. La syntaxe Twig pour accéder à article, au titre de l'article, c'est article.title. Pour ceux qui se demandent aussi, mais attention, dans notre classe article ici, dans notre entité article, le title est en privé, alors comment il peut faire .title? C'est parce que Twig, ce qu'il va faire ici, c'est qu'il va essayer d'accéder à article.title, il va voir que c'est privé, il va pas y arriver. Donc il va essayer un autre truc, il va essayer article.getTitle. Et à ce moment-là, il va voir que oui, ça existe, donc je te le prends. Il va essayer comme ça plusieurs choses. À chaque fois que quelque chose rate, il essaye une autre chose. Et au bout d'un certain nombre d'essais, getTitle, asTitle, isTitle, etc., s'il n'arrive à rien, il fait une erreur. Mais ici, getTitle va marcher, donc je n'ai pas besoin d'écrire ici article.getTitle, parenthèse, parenthèse, je peux utiliser tout simplement .title, et Twig saura le faire. Pour le contenu ici, plutôt que d'utiliser ces faux paragraphes-là, je vais pouvoir interpoler article.content, tout simplement. Et pour l'image ici, de la même façon, plutôt que de mettre une image en dur, je vais interpoler article.image. Et de la même façon ici pour la date. Alors la date c'est un peu particulier. Je vais vouloir interpoler ici article.createdAt, mais vous allez voir que ça va causer une erreur. Pourquoi? L'interpolation de Twig me permet d'afficher le contenu d'une variable, mais se limite aux données primitives, les chaînes de caractères, les booléens et les nombres. Or ici, createdAt est un objet complexe, un datetime, qui en plus ne possède pas de méthode toString, donc c'est impossible pour Twig de m'afficher ça. À ce moment-là, on peut utiliser la notion de filtre. Alors qu'est-ce que c'est que la notion de filtre? La notion de filtre, elle est très simple. Twig nous permet, en plaçant ici un symbole de pipe, de dire « tu vas afficher cette donnée, mais en la formatant d'une certaine façon ». Donc Twig a un certain nombre de filtres, vous pouvez trouver ça dans la documentation, vous tapez Twig Filters et vous trouvez l'ensemble des filtres. Et il a notamment un filtre qui va permettre de transformer une date complexe, un objet datetime, en une chaîne de caractères, de formater une date. Ce filtre s'appelle date et il prend en paramètre le format de date que l'on veut. Donc on va taper date d/m/y. Et là ce qui va se passer, c'est que ici, Twig va réellement afficher la date de création effectivement, mais en l'ayant passé au préalable dans le filtre de date. Et je vais faire pareil ici pour l'heure, plutôt que d'afficher 19h, je vais demander à Twig de m'afficher article.createdAt en le faisant passer dans un filtre de date qui sera h2.i pour l'heure et les minutes. Hop là, super. Et dans la catégorie politique, pour l'instant on n'a pas de catégorie, donc ça me va. Et on est pas mal. Donc si je vais regarder ici ma liste des articles, je vois que tout fonctionne, sauf une seule chose ici, je vois que le paragraphe, au lieu d'être un véritable paragraphe, il écrit la balise P. Pourquoi? Parce que Twig, par défaut, il essaye de nous sécuriser. Imaginez que quelqu'un ait mis une balise de script avec du script malicieux dedans, plutôt que d'exécuter ce script, de le laisser s'interpréter, il préfère nous afficher les balises ici telles quelles. Donc nous, ce qu'on peut faire ici, c'est utiliser un autre filtre en disant, tu sais, le contenu, je veux que tu nous le donnes tel quel. Donc on utilise le filtre raw, brut. Et donc ici, si j'actualise, voilà, j'ai bien mes articles avec leur titre, leur date, leurs horaires, l'image, le contenu et le bouton lire la suite. Alors maintenant, vous avez pu remarquer que le bouton lire la suite ici, il nous mène toujours vers article, vers blog /12, toujours /12. Moi j'aimerais bien ici qu'il nous mène vers une route qui possède un identifiant. Donc ici, plutôt que d'aller sur le 12 qui n'existe pas, j'aimerais pouvoir mettre n'importe quel nombre et avoir l'article qui correspond. On va donc intervenir désormais sur la fonction show de notre contrôleur ici. Et plutôt que de lui dire qu'elle recevra toujours 12 ici, j'aimerais lui dire qu'elle recevra quelque chose de variable. Parfois ça sera 2, parfois ça sera 3, parfois ça sera 200. En tout cas, c'est un nombre qui va varier et qui en plus représente l'identifiant de l'article que je veux voir. Pour faire ça, c'est très simple. On a le concept de route paramétrée, comme on l'a dans tous les autres frameworks, et qui me permettent ici de dire accolade, id. Et là, Symfony comprend que, attends, dans une route qui est blog / quelque chose, en fait ce quelque chose c'est l'identifiant, c'est un identifiant. Alors comment je peux récupérer moi cet identifiant? Très simplement, Symfony va le passer à ma fonction show. Donc si je tape /blog /40, qu'est-ce que j'aurai dans la variable $id ici? J'aurai 40. Donc qu'est-ce qu'il me reste à faire ici? Il me reste à créer un repository en disant repo égale this, / get doctrine, je veux parler avec doctrine, / get repository, je veux avoir un repository, lequel me demande doctrine, donc je lui dis
article, classe. Et là, j'ai mon repo. Et ce que je peux faire ici, c'est dire, ben, j'ai besoin ici d'un article qui sera repo, flèche, find, id. Trouve-moi l'article qui a l'identifiant qu'on m'a envoyé dans l'adresse en haut, tout simplement. Et ce que je dois faire maintenant, c'est passer ici, hop, un tableau à Twig avec les variables que je veux qu'il utilise. Et notamment, là, la seule variable qui m'intéresse, c'est de dire à Twig, tu sais, tu vas devoir utiliser un article dans ton template, et il contiendra les données de mon article, tout simplement. Je peux donc maintenant venir dans ma vue qui s'appelle show.html.twig, et je sais que ici, dans tout ce template, j'ai accès à une variable qui s'appelle article. Donc le titre de l'article, je vais plutôt interpoler ici article.title. Dans les métadatas, la date ici, je vais plutôt tout de suite ici mettre article.created@, en le faisant passer le filtre de date avec ici d/m/y. Ok. De la même façon pour l'heure ici, hein, je vais interpoler tout simplement, hop, article.created@ en le faisant passer le filtre de date avec simplement h2.i pour les heures et les minutes. Super. L'image ici, je vais interpoler, hop là, article.image, tout simplement. Et le contenu, je vais virer ces faux paragraphes ici, tac, 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 tac. Et je vais tout simplement lui mettre article.content, et je n'oublie pas le filtre row pour dire que je veux, s'il y a des balises, qu'elles s'affichent réellement. Alors maintenant, je peux tester, je vais aller voir l'article numéro 1. Donc /bloc/1. Et je vois bien ici que Symfony m'a bien affiché l'article numéro 1 avec son contenu, son image et son titre. Si je vais voir l'article numéro 2, ça va fonctionner aussi. Parfait. Alors maintenant, si je vais voir ma liste des articles, vous allez voir un énorme bug. En gros, ici, on a un problème au moment où Twig essaye de me donner l'adresse de chaque article pour aller lire la suite. Pourquoi? L'erreur ici me dit, en fait, tu essayes de rendre la route qui s'appelle block show. Mais il y a un problème. Pourquoi? Parce que block show ici, la route block show, c'est une route qui doit avoir un paramètre qui s'appelle identifiant. Or moi, dans ma liste ici, quand je dis affiche-moi la route block show, on voit bien ici que je lui dis juste block show et je ne lui précise pas d'identifiant, je ne précise pas un paramètre. Et ça, c'est un problème. Et c'est pour ça, je vous disais tout à l'heure, que, ici, la fonction pass de Twig demande deux paramètres. Le nom d'une route, et éventuellement, si cette route est paramétrée, ben, quels sont les paramètres à intégrer dans cette route? Et bien, pour faire ça, on va lui passer un deuxième paramètre, qui est un objet JavaScript, hein, c'est comme du JSON, en fait, hein, tout simplement. Et ici, on va lui dire, tu sais, dans le paramètre id, tu dois mettre article.id, tout simplement. Et ce qui est cool, c'est que maintenant, si je vais dans ma liste, chaque lien ici est bien construit avec /blog/ et l'identifiant de l'article. 1, 2, 3, et je peux donc me rendre maintenant sur les différents articles. Et là, vous avez l'essence de Symfony en réalité, hein. Les contrôleurs avec des routes qui soient paramétrées ou pas, Doctrine avec ses entités, son manager et surtout ses repositories, et enfin Twig pour afficher le tout, notamment avec des fonctions super puissantes comme les filtres ou comme les fonctions de construction de route. Et là, vous avez terminé. Alors cette partie de la vidéo, c'est un petit bonus de style pour commencer à vous introduire à ce qu'on appelle l'injection de dépendance. Dans Symfony, vous avez ce qu'on appelle un service container. En gros, tout ce qui est contenu dans Symfony est géré par Symfony. Vous avez remarqué ici que la classe contrôleur que j'ai créée, mon bloc contrôleur, je ne l'ai jamais moi-même instancié pour appeler les fonctions. Qui se charge d'instancier la classe contrôleur quand il en a besoin pour appeler ces différentes fonctions? C'est Symfony lui-même qui se charge de ça. Ça veut bien dire que Symfony a un grand rôle à jouer dans notre application. Il instancie des classes et il appelle ses fonctions. Alors Symfony, dans ce service container, il a la possibilité de nous donner ce dont on a besoin quand on lui dit. Par exemple, je vois cette fonction index. Cette fonction index, je vous le rappelle, son but c'est de nous afficher la liste des articles. Et pour fonctionner, elle a donc besoin d'un repository, le repository des articles qui va aller chercher la liste des articles. Quand une fonction a besoin de quelque chose pour marcher, on appelle ça une dépendance. Ma fonction dépend du fait d'avoir un repository des articles pour aller chercher la liste des articles. Donc, si j'ai une dépendance, je peux peut-être demander à Symfony de me la fournir plutôt que de la fabriquer moi-même. Car en effet, cette fonction index, c'est jamais moi qui vais l'appeler. C'est Symfony qui va construire le contrôleur. Quand il va voir la route /blog, il va construire le contrôleur et il va lui-même appeler la fonction index. Symfony, il est capable d'examiner cette fonction pour voir est-ce que moi, Symfony, j'ai besoin d'envoyer à cette fonction quelque chose dont la fonction a besoin pour marcher.
Eh bien moi ici par exemple j'ai besoin d'une instance d'une classe qui s'appelle le repository des articles. Cette classe, vous vous rappelez, elle est ici dans votre dossier repository et elle s'appelle article repository ici. Elle est là. Et elle fait partie du namespace app repository article repository. Donc ici je peux exprimer à Symfony, pour que cette fonction marche bien, j'ai besoin d'un repo. Mais il faut surtout, parce que à ce stade-là, Symfony me dit, bon d'accord, mais qu'est-ce que tu veux que je te passe dans le repo? Il faut surtout que je donne un indice à Symfony. J'ai besoin d'un repo qui en fait va contenir une instance de ma classe article repository. Et si je dis ici que j'ai besoin d'une classe article repository, n'oubliez pas de rajouter le use ici, use app repository slash article repository, ok, donc PHP saura de quoi je parle. Et là, Symfony, quand il va vouloir appeler la fonction index, il va savoir que cette fonction a besoin d'une instance de la classe article repository qui s'appellera repo. Du coup, je n'ai plus du tout besoin de cette ligne, puisque dans cette ligne, je demandais à Doctrine de me donner un repository, mais je n'en ai plus besoin puisque Symfony, grâce au système d'injection de dépendance, qui existe dans d'autres frameworks aussi évidemment, comme dans Angular par exemple, a compris que quand il appellerait index, il passerait à cette fonction un repository dans la variable $repo, tout simplement. Si je sauvegarde ici et que je vais voir ma liste des articles, je vois que tout fonctionne correctement. Rien ne s'est cassé parce que j'ai simplement demandé à Symfony de m'injecter une dépendance, le repository des articles, parce que j'en ai besoin dans ma fonction. Je peux faire exactement la même chose dans ma fonction show. Ma fonction show ici, c'est encore pire. Je pourrais me passer de cette ligne-là, tout simplement en demandant ici la dépendance. Je vais demander à Symfony de me passer un repo qui serait un article repository. Et là, ça marcherait puisque ici, j'utilise repo pour trouver l'article qui a cet identifiant-là. Et je vais voir ici tout de suite. Ça marche très bien. On m'a bien passé un repo, j'ai pu l'utiliser pour trouver l'article en question et l'afficher. Mais on peut aller encore plus loin grâce à Symfony et à son système d'injection de dépendance. Ici, je peux carrément, je dis bien carrément, me passer de cette ligne-là, qui crée l'article, et tout simplement demander à Symfony de me passer ici une variable article qui sera de type article, tout simplement. Et alors là, vous allez me dire, attends, c'est impossible. Comment il peut savoir quel est l'article que tu veux? Ok, il peut te passer un article, mais comment il peut savoir lequel c'est? Eh bien, c'est grâce à un truc pas trop con, hein, mais néanmoins qui reste assez con quand même. C'est le param converter. Le parameter converter, c'est une petite brique logicielle qu'il y a dans Symfony. Qu'est-ce qu'il fait? Il voit ici qu'on a une route qui va contenir un identifiant. Il voit par ailleurs que ma fonction a besoin d'un article. Bah le truc est pas trop con. Il se dit bah ok, je vais aller chercher l'article qui a cet identifiant et je vais te le filer. Et là, si vous regardez, si vous sauvegardez et que vous allez actualiser cette page, /bloc/1, eh bien tout fonctionne correctement, bah, tout simplement parce que Symfony comprend que ma fonction show, il a besoin de lui passer un article. Alors au début il se dit, bah, je sais pas quel article te passer, mais en même temps il se rend compte que dans la route, on lui parle d'un identifiant. Il se dit, bon bah ok, je vais aller chercher l'article qui a cet identifiant là. Et ça pourrait marcher avec d'autres champs que identifiant, pas simplement, ça pourrait être par le titre ou par autre chose. Et donc du coup, grâce à l'injection de dépendance, on se retrouve avec des fonctions beaucoup plus courtes, beaucoup plus propres, et surtout, on ne se fait pas chier à essayer d'instancier des classes nous-mêmes. Symfony sait le faire mieux que nous. Il a son service container qui sait, en gros, comment fonctionne notre application. Et quand on lui demande de nous passer des choses, eh ben, il nous les passe gentiment. Merci Symfony. Grâce à toi, on va beaucoup plus vite et c'est beaucoup plus clair aussi. Et ben voilà, ça fait quand même plaisir de revenir sur YouTube après 6 mois d'absence. Pour tous ceux qui m'ont envoyé des messages en me demandant où j'en étais, pourquoi il n'y avait pas de nouvelles vidéos, bah c'est tout simplement parce que j'étais super occupé, j'ai donné beaucoup de formations dans différents groupes et écoles, et surtout quand j'ai un tout petit peu de temps pour faire des tournages, en fait je m'occupe de la formation Angular 6 qui va bientôt sortir sur Udemy. Bon quand je dis bientôt, c'est moins peu de temps quand même parce que c'est une grosse galère à tourner, mais vous inquiétez pas, restez branchés. Dès que ça sort, je vous fais une petite vidéo d'annonce ici avec des coupons de réduction. Je vais vous mettre bien les potes. Ensuite, pour tous ceux qui ont aimé cette vidéo sur Symfony, n'hésitez pas à le faire savoir en mettant un petit pouce bleu qui est gratuit, qui fait toujours plaisir et qui fait avancer la chaîne. N'hésitez pas aussi, pour ne rater aucune autre de mes prochaines vidéos, à vous abonner. Vous mettez la petite cloche là, comme ça YouTube il vous tient au jus. Et si jamais vous avez des questions ou des remarques, n'hésitez pas à les mettre en commentaire en dessous. Je me ferai un plaisir d'aller les lire le plus souvent possible. Et jusqu'à la prochaine vidéo, n'oubliez pas, développez-vous bien.